Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler justement du taux d'humidité et du travail du bois en fonction du taux d'humidité. Alors je fais cette vidéo parce que je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde d'une part, et je voudrais revenir sur la vidéo que j'ai faite sur essayer de respecter les taux d'humidité d'un bâtiment à l'autre, donc d'un atelier à votre habitation. Certaines personnes étaient venues expliquer que je me trompais avec les valeurs d'humidité relative et de taux d'humidité ambiant, etc. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris mon propos. Alors, humidité relative, j'en ai jamais parlé, d'accord? J'ai parlé de taux d'humidité ambiant et j'ai parlé d'échange de taux d'humidité entre le froid et le chaud, donc de l'atelier vers l'habitation. Et donc il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire que moi je ne suis pas météorologue, c'est-à-dire que je me fous finalement de l'humidité relative qu'on peut trouver dans l'atmosphère extérieure. Moi ce qui m'intéresse, c'est le taux d'humidité que l'air doit pouvoir comporter ou pas. Et c'est cet échange d'air justement entre l'air froid et l'air chaud qui va déterminer si le bois est capable d'accepter ces variations de taux d'humidité ou pas. Je vous explique. Donc voilà, je tenais déjà à remercier en fait finalement ces personnes d'avoir mis ces commentaires parce que ça m'a permis de faire des expériences cette semaine avec mon testeur. Je l'ai mis dans mon frigo, je l'ai mis à l'extérieur, je l'ai mis à l'intérieur et j'ai fait différents tests pour me rendre compte que tout est vrai et tout est faux. Donc le raisonnement est, si la température extérieure est fraîche, le taux d'humidité est d'office haut. Or, j'ai pris mon testeur, je l'ai mis dans le frigo, 5 degrés, 30% de taux d'humidité. Donc l'air est très sec. D'accord? Par contre, ensuite, j'ai sorti mon testeur d'humidité et je l'ai mis juste à côté dans mon radiateur. Et là, vous allez vous apercevoir que non seulement la température commence à augmenter, 7, 8, 9, 10 degrés, et d'un coup, bim, je suis passé de 30 à 53% de taux d'humidité. D'accord? Alors que je suis dans un environnement qui est chaud, puisque la température réelle de ma cuisine était de 20 degrés avec un taux d'humidité de 45%. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que c'est en effet bien cet échange entre l'air chaud et l'air froid qui amène de l'humidité dans l'environnement que votre bois va pouvoir accepter ou pas. D'accord? Donc ne mélangeons pas tout. J'espère que voilà, ça c'est relativement clair. Pour comprendre en fait aisément, vous prenez une bouteille de bière. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une bouteille de bière qui est dans mon frigo, enveloppée dans du tissu. D'accord? Et donc celui-ci, je vais le sortir. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a quasiment pas de condensation dessus. D'accord? Vraiment? Vous voyez? Il n'y a quasiment pas de condensation qui se crée. Pourquoi? Parce que justement, le fait d'avoir mis un tissu dessus a quelque part apporté une certaine source de chaleur sur la bouteille, et donc il va y avoir, il y a moins de transfert de chaleur entre l'un et l'autre. À savoir qu'évidemment ici, contrairement à un morceau de bois, le liquide contenu dans la bouteille est froid lui-même et donc va fatalement, dans à un moment donné, si je mets ma bouteille là-bas sur le côté, ça va condenser. D'accord? Par contre, si je prends une bouteille, donc je vais remettre ma bouteille, je vais sortir une autre bouteille que j'utilise pour piéger mes frelons. Dès que je la sors, on voit directement, hop, j'espère que ça se verra bien à la caméra, directement ça condense. Pourquoi? Parce que il y a cet échange d'air chaud, d'accord, qui est dans ma pièce, et l'air froid, ou la température froide de la bouteille. Le fait que cette bouteille n'est pas hygroscopique, d'accord, on reprend l'exemple de l'atelier de 5 degrés, et votre morceau de bois. Donc vous prenez votre bouteille de bière qui est dans votre atelier à 5 degrés. D'accord? Et puis, vous partez avec votre bouteille de bière dans votre habitation, qu'est-ce qui va se passer? Votre bouteille de bière va condenser. D'accord? Donc vous allez avoir de la condensation sur votre bouteille de bière. Pourquoi? Parce que le verre n'est pas hygroscopique. Donc le verre ne va pas pouvoir absorber l'eau. Donc c'est-à-dire que l'air frais ne peut pas absorber autant d'eau que l'air chaud, et donc automatiquement elle condense. Ok?
eh bien votre morceau de bois, lui, n'y va pas condenser. C'est-à-dire que votre morceau de bois qui est à 5 degrés de température extérieure, quand vous allez l'amener dans votre habitation, il ne va pas y avoir de condensation sur votre morceau de bois, mais cette humidité-là qui est reprise sur votre bouteille d'eau, elle est bien existante sur votre morceau de bois. La seule différence, c'est que le bois, étant hygroscopique, il va absorber cette humidité. Donc ça, j'espère que c'est clair pour vous. Et c'est pour ça que j'expliquais que on est dans 2 périodes critiques actuellement pour les gens qui ont des ateliers qui ne sont pas chauffés et qui doivent amener des ouvrages vers des habitations chauffées. C'est que quand ils vont amener leurs morceaux de bois, leur table, je ne sais pas moi, bibliothèque, peu importe, qui sont faits en bois massif, le bois dans votre atelier qui est à 5 degrés, quand vous allez rentrer dans l'habitation, va pomper toute cette humidité d'échange qui se fait entre l'air chaud et le froid de votre bois, et donc va travailler d'une manière disproportionnée s'il n'était pas protégé par une couverture. Et donc, ça m'a fait rire parce que quelqu'un m'a dit « Oui, mais non, c'est n'importe quoi, le principe, c'est de pouvoir mettre un plastique autour. Au moins, là, la vapeur contenue dans l'air ne peut pas rentrer dans le bois, et quand tu vas rentrer dans l'habitation, ça va fonctionner. » Mais que nenni! Et coup de bol, cette semaine, j'ai été livré d'un plateau d'EVA, ici qui fait 1,10 m de large, 4,50 m de long et 19 mm d'épaisseur. Et donc, il n'est pas très épais, donc il va être très vite soumis aux variations de température, donc aussi bien dans un sens que dans l'autre, ou aux variations d'humidité. Je me fais livrer mon plateau par le chauffeur, camion extérieur, il faisait 9-10 degrés en extérieur. On décharge le plateau avec le livreur, le plateau était parfaitement plan dans le camion et quand on l'a posé. On l'a mis là sur le côté, d'ailleurs j'ai les images, je vais vous les partager. Donc, pour vous montrer qu'en effet, il faut laisser respirer le bois en fonction de la température. Il était emballé dans un plastique. 1 heure après, le plateau complètement banane, donc complètement tuilé. Pourquoi? Parce qu'en fait, de nouveau, il y a eu cet échange d'air frais et chaud avec un taux d'humidité qui est au-delà des 20% que le bois peut stocker, et ça on va y revenir après, et donc il gonfle et il bombe. Et à contrario, s'il doit se décharger de trop d'humidité, donc quand l'air est très sec, par exemple en été, en période continue de sécheresse, d'accord, où l'air est chaud et en même temps l'air est sec, votre bois va restituer l'humidité qui est à l'intérieur, et donc non seulement il va commencer par se rétracter, mais après il va fissurer, il va créer des gerçures. Pourquoi? Parce que justement le bois n'est plus suffisamment hydraté, et donc il se vide de son eau, il s'assèche et il fissure. Et à contrario, quand il se gorge d'humidité, il faut imaginer le bois, ce sont des pailles à l'intérieur qui sont poreuses. Et toutes ces pailles sont toutes remplies à moitié, toutes. Que votre bois soit séché au four ou que votre bois soit séché à l'air, arrivé à un taux d'humidité stabilisé, donc le bois se stabilise avec l'environnement dans lequel il se trouve et va se situer, pour les bois qui sont séchés au four, entre 8 et 10% de taux d'humidité, et pour les bois qui sont utilisés en extérieur, entre 12 et 15% de taux d'humidité. D'accord? Alors, le bois peut restituer la moitié de l'humidité qu'il a dedans et peut se gorger du double de l'humidité qu'il a à l'intérieur, d'accord? Et voilà pourquoi est-ce qu'on doit rester dans des valeurs entre 40 et 60% de taux d'humidité, parce que le bois va commencer à varier quand il se gorge de plus de 20% d'humidité ambiante ou je ne sais pas comment vous appelez ça, moi, relative, je n'en sais rien, mais en tout cas, l'humidité qu'il peut absorber ne peut pas excéder 20% du taux d'humidité de base. Donc si vous avez un taux d'humidité de 40% et que vous passez à 65%, d'accord, eh bien on est à plus de 20% de taux d'humidité. Alors est-ce que c'est relatif, ambiant? Je n'en sais rien, mais voilà, d'accord? Donc j'espère que ça c'est relativement compréhensible et ça va vous permettre de comprendre et de gérer la manière de faire vos travaux. Donc beaucoup de gens s'empêchent de continuer à travailler en hiver parce qu'il fait trop froid, de cette crainte. Mais en fait, avec quelques petites astuces, vous allez pouvoir continuer à travailler votre bois en veillant à certaines choses. Donc par exemple, si votre atelier n'est pas chauffé, vous pouvez très bien chauffer l'atelier
doucement, calmement, pas trop fort, sinon vous allez directement faire exploser le taux d'humidité, mais par contre d'une manière relativement constante et essayez de conserver votre atelier à 15 degrés. Pas besoin de beaucoup plus, ça c'est très bien. Et le soir, comme vous n'allez pas chauffer, eh bien vous protégez vos bois avec des couvertures ou vous les laissez à l'air parce que le taux d'humidité de votre atelier va se stabiliser naturellement, aussi bien dans un sens que dans l'autre, mais c'est pour ça qu'il faut chauffer d'une manière progressive et il faut laisser diminuer la température d'une manière progressive. Et donc à partir de ce moment-là, votre bois va pouvoir pomper et restituer l'humidité d'une manière correcte. Par contre, quand c'est trop brutal, eh ben, d'office, hop, le bois pompe de trop, gonfle ou se rétracte trop vite et c'est là que les problèmes commencent à se rencontrer, on va dire ainsi. Et donc, pour revenir à des questions qu'on me posait, c'est pourquoi est-ce qu'on doit utiliser tel taux d'humidité pour l'intérieur et tel taux d'humidité pour l'extérieur? Est-ce que je peux utiliser du chêne en intérieur et du chêne en extérieur, etc. Oui, de nouveau, c'est le taux d'humidité du bois qui va déterminer si vous allez l'utiliser plutôt pour un usage intérieur ou extérieur. Il faut comprendre qu'à l'époque, les bâtiments n'étaient pas chauffés comme aujourd'hui. Donc les bâtiments, c'était plutôt des passoires et donc avec un taux d'humidité de l'air relativement élevé. Tandis qu'aujourd'hui, avec les bâtiments qui sont chauffés en hiver, dans cette période-ci, donc on est automne, fin d'été, début d'automne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le taux d'humidité explose pendant quelques semaines ou quelques jours parce que justement on commence à mettre un peu du chauffage, puis on le coupe, puis on met du chauffage, puis on le coupe. Et donc l'humidité ambiante est plus importante et votre bois le pompe. Donc l'humidité est contenue dans l'air, peu importe chaud, froid, je ne suis pas physicien, mais en tout cas le bois lui va le pomper. Et donc c'est pour ça que dans cette période-ci, généralement les portes commencent à frotter, etc. Et puis on va rentrer dans cette période hivernale où on va commencer à chauffer nos bâtiments. Et donc en permanence. Et là on va assécher l'air. Et le taux d'humidité va descendre entre 40 et dans les pires des cas, pour les gens par exemple qui ont des chauffages à bois et qui ne savent pas gérer comme ils le veulent, on va arriver à des 30%. Et quand on arrive à 30% de taux d'humidité, le bois commence vraiment à se rétracter et dans certains cas peut même fissurer. A contrario, quand on va arriver en période printemps, donc fin d'hiver, début printemps, pareil, on va commencer à couper le chauffage, on va commencer à le réallumer un petit peu, puis le recouper. Et de nouveau, les variations de taux d'humidité dans le bâtiment vont varier d'une manière anormale. Donc il va augmenter d'une manière anormale et donc on va de nouveau se retrouver dans une période où le bois va regonfler, frotter, etc. pour arriver à la période estivale où le taux d'humidité va de nouveau se restabiliser, à la hausse ou à la baisse, peu importe, mais généralement en été, de nouveau, contrairement à ce que j'ai pu lire en dessous, le taux d'humidité va diminuer. Moi, je le constate dans mon atelier. Cette année, j'étais à 33% de taux d'humidité dans mon atelier. Donc, c'est la preuve quand même que le taux d'humidité avait diminué avec la chaleur, mais la chaleur ambiante, donc pas avec du chauffage, d'accord? Et par contre, ici, comme je vous l'ai dit, dans mon frigo, j'étais à 5 degrés et pourtant j'étais aussi à 30% d'humidité. Donc, je crois que la température, simplifier au fait que la température est d'office liée au taux d'humidité, pour moi, c'est faux. Voilà, d'ailleurs j'en ai fait la démonstration avec mon testeur d'humidité. Et donc moi mon but c'est pas de faire de la physique et de comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent en termes d'environnement, mais plutôt que vous compreniez comment le bois travaille et va se comporter en fonction de la température et des taux d'humidité. Donc pour moi ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous travaillez dans un environnement froid et que votre ouvrage est destiné à aller dans un environnement chaud, il faut le protéger dans la période de transition entre l'atelier et son environnement définitif. Et pour le reste, bien respecter des bois qui ont un taux d'humidité entre 12 et 15% pour l'extérieur, parce que justement ces bois-là vont être soumis à des variations de température et de taux d'humidité bien plus importants que pour l'intérieur. Il doit pouvoir se gorger d'eau d'une manière plus importante et moins importante, en sachant que dès le départ, le bois est déjà un peu plus saturé en eau et donc automatiquement va mieux accepter le fait d'être soumis à beaucoup d'humidité. D'accord ? Et utiliser des bois entre 8 et 10% pour l'intérieur. Pourquoi ? Parce que justement, lui, le bois va être soumis à des périodes peut-être un peu plus compliquées en termes de sécheresse, justement en période hivernale, où on va chauffer le bâtiment.
et bien retenir et bien se souvenir que ce sont les deux périodes de transition qui sont critiques et pour lesquelles il faut faire attention. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. En tout cas, je remercie finalement les personnes d'avoir mis ces commentaires parce que ça m'a permis moi de me remettre en question sur ce que je disais d'une part et ça m'a permis de me conforter dans l'idée de ce que je disais d'autre part et avec en plus les images à l'appui. Et comme vous voyez, le bois est tellement bien fait quelque part et quand on arrive à gérer et comprendre le système, il peut se restabiliser. Et c'est aussi pour ça que quand le bois est soumis à certaines variations, vous allez le voir travailler d'une manière différente en fonction justement du fil et de sa densité. Donc ici, il a travaillé plus de ce côté ici par exemple que de ce côté-là. Parce que peut-être que les fibres ici sont moins denses que là-bas, tout simplement, et donc automatiquement le bois a moins pompé là où c'était plus dense que de l'autre côté. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur la manière de gérer les taux d'humidité dans votre atelier. Comprendre aussi cette problématique de température et d'échange d'air chaud, air froid sur le bois. Et puis, pour gérer ça, dans votre atelier, chauffage, déshumidificateur, c'est vraiment l'idéal. Quand vous avez trop d'humidité dans votre atelier, l'idéal c'est de chauffer légèrement et en même temps l'associer avec un déshumidificateur pour empêcher justement que l'air ne se gorge d'humidité. C'est exactement la même chose qu'avec le principe que le miel. Le miel en fait il est hygroscopique et donc pour le faire descendre en taux d'humidité, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe l'environnement mais en même temps, on met un déshumidificateur pour justement absorber l'humidité qui est contenue dans l'air chaud. Voilà. J'espère que ça vous aura vraiment éclairé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'approfondir le sujet. Et puis, je vous dis déjà peut-être à demain, mais je ne suis pas sûr, pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, j'ai 2-3 petites surprises. Il n'y aura peut-être pas une vidéo toutes les semaines, tous les jours. Mais par contre, voilà, vendredi, il y aura un petit truc un peu spécial. Je vous en dis plus au plus tard. Mercredi, voilà, ça sera peut-être d'ailleurs l'occasion de se rencontrer. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Donc ici qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une bouteille de bière qui est dans mon frigo, enveloppée dans du tissu, d'accord? Et donc celui-ci, je vais le sortir, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a quasiment pas de condensation dessus. D'accord? Vraiment? Vous voyez? Il n'y a quasiment pas de condensation qui se crée. Pourquoi? Parce que justement, le fait d'avoir mis un tissu dessus a quelque part apporté une certaine source de chaleur sur la bouteille et donc il va y avoir, il y a moins de transfert de chaleur entre l'un et l'autre. À savoir qu'évidemment ici, contrairement à un morceau de bois, le liquide contenu dans la bouteille est froid lui-même et donc va fatalement à un moment donné, si je mets ma bouteille là-bas sur le côté, ça va condenser, d'accord? Par contre, si je prends une bouteille, donc je vais remettre ma bouteille, je vais sortir une autre bouteille que j'utilise pour piéger mes frelons. Dès que je la sors, on voit directement, hop, j'espère que ça se verra bien à la caméra, directement ça condense. Pourquoi? Parce que il y a cet échange d'air chaud, d'accord, qui est dans ma pièce, et l'air froid ou la température froide de la bouteille. Le fait que cette bouteille n'est pas hygroscopique, l'eau ne pénètre pas dedans, ça ressort directement à l'extérieur. Tandis que le bois étant hygroscopique, il absorbe cette humidité qu'on retrouve ici autour de la bouteille. Il est absorbé directement par le bois, ce qui le fait gonfler d'une certaine mesure, justement en fonction de ce pourcentage d'humidité accepté. Et comme on voit ici, il y a énormément d'humidité, le bois a tendance à travailler très vite et donc c'est là qu'il peut tuiler en fonction de nouveau de la fibre du bois, en fonction de sa densité, etc. Et il pourrait partir et dégauchir, enfin gauchir d'une manière ou d'une autre avec le séchage, mais aussi avec le gonflement. C'est-à-dire qu'il va gonfler et prendre l'humidité, et puis quand il va se rétracter, il peut dégauchir légèrement. Voilà. Bon, c'est bien beau tout ça, mais... ça m'a donné soif. Allez, santé, hein!